Bonjour Yannick Jadot. Bonjour. Des violences ont éclaté partout en France. Elles se sont étendues par rapport à la nuit précédente. Nous sommes maintenant 2 jours après la mort de Naël, un adolescent de 17 ans abattu par un policier après un contrôle routier. Est-ce qu'on est en train de revivre les émeutes de 2005 après la mort de Ziad Ebouna ? Écoutez, je ne sais pas s'il faut comparer avec 2005. Ce qui est certain, c'est que ce qui est comparable, c'est le sentiment profond d'injustice. Le sentiment de colère par rapport aux situations et par rapport à ce qui relève d'un meurtre, au fond, d'un jeune pour refus d'obtempérer parce qu'il n'avait pas son permis de conduire. Donc on est dans une situation extrêmement difficile, extrêmement dramatique, comme mes collègues, Sabrina Sebaï, qui, juste après l'annonce terrible de cette mort avait appelé au calme. Elle est députée de Nanterre, comme Patrick Chemovitch, qui est maire de Colombes, et comme Patrick Jarry et tous les maires. Évidemment, j'appelle au calme, mais le président de la République réunit une cellule de crise aujourd'hui. Il faut qu'il pose des actes, pas simplement qu'il commente, mais il faut qu'il pose des actes. Et on sait quels actes ? Premièrement, il y a une demande de la famille que l'affaire soit dépaysée. C'est-à-dire que ce ne soit pas le parquet de Nanterre qui, un peu trop facilement, immédiatement, avait repris les thèses des policiers. Il faut que cette affaire soit dépaysée. Deuxièmement, on sait que cette loi de 2017, qui crée beaucoup de confusion, il faut qu'elle soit... C'est une loi qui avait assoupli les règles, de l'usage du feu. Ouais. Et on sait que depuis cette loi, selon les chercheurs, 5 fois plus de tirs sur des personnes qui sont dans des véhicules. Il faut aussi revenir sur cette loi. Il faut aussi que l'inspection générale de la police ne relève plus du ministère de l'Intérieur. Il faut qu'elle devienne indépendante. Et il faut que ça soit passé, c'est ce que j'ai toujours proposé, ce que les écologistes ont proposé, que ça relève du défenseur des droits, pour qu'on ait, et que les familles aient le sentiment que cette enquête va être totalement impartiale, transparente et va aller jusqu'au bout. Vous disiez à l'instant, j'appelle au calme, comme certains de vos collègues chez Europe Écologie Les Verts. Yassine Bouzrou, l'avocat de la famille, lui dit, c'est pas à la famille d'appeler au calme. Comment vous percevez cette déclaration ? Écoutez, il y a un traumatisme absolu pour cette famille, pour cette mère. C'était son seul enfant. Elle passait sa vie, elle faisait de sa vie une construction de son enfant pour que ça se passe bien, comme vous le savez, y compris les éducateurs qui aidaient ce jeune à faire que tout se passe bien, qu'il s'insère au mieux dans la société, professionnellement. Donc il y a un drame absolu. Une marche blanche, quand vous appelez une marche blanche, c'est une marche pacifique, c'est une marche de recueillement. Vous allez y aller, vous, à cette marche blanche cet après-midi ? J'ai un agenda un peu contraint. J'essaye d'organiser mon agenda pour pouvoir y aller. Mais c'est la place des politiques d'aller à cette marche blanche ? C'est la place des politiques de dire que ce qui s'est passé est intolérable, de dire que ce qui s'est passé relève, au fond, de lois aussi qui ont favorisé ou ont pu être complaisantes avec des pratiques totalement inacceptables de certains policiers. Donc c'est la place des politiques de soutenir les familles, d'appeler au calme et encore une fois de porter des propositions. Ça fait des années que nous disons à quel point il faut changer la façon dont est organisée la police. Vous savez, la police vit un drame quotidien. Vous avez 50 suicides dans la police par an. C'est 2 fois plus que la moyenne nationale. Vous avez des conditions de travail qui sont très difficiles. Vous savez qu'on recrute de plus en plus jeunes. On encadre de moins en moins. On a beaucoup moins formé. À chaque fois que je rencontre des policières et des policiers et leurs syndicats, ils demandent de la formation. En Allemagne, c'est pas 2 ans de formation. Et vous savez qu'on vient juste de revenir à la situation antérieure d'1 an de formation en France. Il y a eu des états généraux. En Allemagne, c'est pas 2 ans, c'est 3 ans. Et vous savez ce qu'on apprend beaucoup aux policières et aux policiers en Allemagne ? La coopération,
la communication, la désescalade. Nous, on a suivi le modèle américain. Il y a une américanisation de la police en France, dit par exemple Marine Tondelier d'Europe Écologie Les Verts. Il y a incontestablement, y compris porté par le syndicat Alliance, la volonté d'une américanisation au sens où les policiers peuvent se faire justice eux-mêmes, au sens où les policiers veulent sortir du cadre républicain du maintien de l'ordre et se faire justice eux-mêmes. C'est devenu le Far West aujourd'hui? Non, je n'ai pas de phrase. Ça veut dire quoi, ils font justice eux-mêmes? Vous voyez bien comment, s'il n'y avait pas eu cette vidéo, il serait passé quoi? Il se serait passé comme potentiellement dans beaucoup d'autres affaires, seul le témoignage des policiers compte. Il n'y aurait pas eu l'exploitation des vidéos par la justice. Vous ne faites pas confiance en la justice pour... Mais il aurait fallu qu'il y ait cette vidéo. Il n'y a pas des vidéos à chaque fois qu'il y a des violences policières, à chaque fois qu'il y a des bavures, à chaque fois qu'il y a un jeune qui se retrouve avec une balle dans le corps. Il y a l'enquête de l'IGPN et il y a l'enquête judiciaire aussi. Mais la question, moi je veux faire confiance à la justice. En revanche, l'IGPN n'est pas indépendante. Ça, c'est un problème. Et puis, quand vous n'avez pas les vidéos venues de l'extérieur, pardonnez-moi, mais depuis des années, la posture initiale du ministre de l'Intérieur et de la hiérarchie, c'est de soutenir la version des policières et des policiers, même quand celle-ci, au fond, ne tient pas debout. Et ça, c'est un problème. Vous avez ce sentiment dans la société. Moi, j'ai toujours porté l'idée d'un pacte de confiance et de sécurité entre la police et les citoyens. On ne peut pas vivre dans un pays où, du côté des citoyennes et des citoyens, notamment dans les quartiers populaires, et du côté de la police, c'est la peur et la colère. Ça ne peut pas marcher. Juste sur la suite des propos de Marine Tondelier. Réorganisation de la police, encadrement des policiers, ce qui manque terriblement aujourd'hui, des moyens, mais l'application stricte et rigoureuse du cadre déontologique. Quand il y a racisme, quand il y a bavure, quand il y a violence policière, c'est immédiatement sanctionné et on n'a pas le syndicat Alliance qui définit la position du ministre de l'Intérieur. Justement, la suite des propos de Marine Tondelier, la patronne de votre parti, elle dit il y a américanisation de la police et puis il y a aussi racisme. Je n'ai jamais vu un non-racisé se faire tuer pour un refus d'obtempérer. Vous faites le même constat, vous? Il y a du racisme dans la société, il y a du racisme dans la police, c'est évident. Vous avez aujourd'hui, quand vous... Ces personnes dont elle parle, elles ont été tuées parce qu'elles avaient des origines. Je vais vous dire des témoignages. Vous parlez à des policières, à des policiers qui disent, par exemple, Alliance, syndicat qui flirte ouvertement avec l'extrême droite, syndicat qui est présent aujourd'hui dans tous les commissariats. Eh bien, vous avez des policières et des policiers qui veulent, évidemment, et j'espère que c'est la majorité d'entre eux, bien faire leur travail. Il dit « je ne peux pas me plaindre du comportement raciste d'un collègue à ma hiérarchie, parce que je sais que dans cette hiérarchie, il y a le syndicat Alliance qui va faire que moi, je vais me retrouver en difficulté professionnellement. » Et pourquoi? Parce qu'il y a trop de complaisance du ministre de l'Intérieur et de ce gouvernement vis-à-vis des comportements inacceptables qu'il y a aussi dans la police. Je ne dirai jamais la police tue. Je ne dis pas la police est raciste. C'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon, par exemple. Mais il dit ce qu'il veut. Je vous dis ce que je dis moi. Je ne dis pas la police est raciste. Je dis il y a dans la police des violences policières, il y a dans la police du racisme et qu'on ne peut pas se satisfaire que parce que ça existe dans la société, ça doit exister dans la police. La police est là pour protéger la société. Elle n'est pas là pour protéger l'État. Elle n'est pas là pour protéger une façon de penser la police qui n'est plus républicaine. La police est là pour protéger les citoyennes et les citoyens. On va avancer puisqu'on a plein d'autres sujets à évoquer avec vous, Yannick Jadot, eurodéputé Europe Écologie Les Verts, les 8h42 déjà. C'est le fil info avec Maureen Suignard. Les dernières heures ont été marquées par des scènes de violence injustifiables, réagit Emmanuel Macron. Les prochaines heures doivent conduire au recueillement et au respect, ajoute le président, des violences, des incendies dans de nombreuses villes françaises. Au-delà de la région parisienne, après la mort du jeune Naël à Nanterre il y a 2 jours, tué par la police, 150 personnes interpellées. Une cellule interministérielle de crise est en cours à l'Elysée. Des mesures pour améliorer la qualité d'accueil dans les crèches, elles sont annoncées par le ministre des Solidarités.
clés. L'exécutif mettra chaque année 200 millions d'euros sur la table pour accompagner les revalorisations des professionnels. Les contrôles seront aussi plus nombreux et une plateforme sera mise en ligne pour recueillir les signalements. La France n'est pas prête à faire face aux conséquences du réchauffement climatique. La critique du Haut Conseil pour le climat, un plan pour réduire les émissions dévoilé la semaine prochaine. Au moins 2 boxeurs français qualifiés pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, Estelle Mosley et Sofiane Ouima seront bien présents l'année prochaine. C'est le rêve d'une vie, confie sur France Info la boxeuse française, déjà championne olympique en 2016, c'était à Rio. France Info. Le 8-30 France Info, Salia Bracchia, Laurent Sénéchal. Toujours avec Yannick Jadot, député européen écologiste. C'est une réflexion partagée hier par Emmanuel Macron. Face aux besoins en énergie, il envisage l'installation de réacteurs EPR sur le grand port de Marseille. Quelle est votre réaction ? Et pourquoi pas à côté de Notre-Dame de Paris ? Mais c'est vrai en fait, il y a le nucléaire, il y a des EPR. Le grand port de Marseille, c'est pas le centre-ville non plus. Il n'y en a pas un qui fonctionne dans le monde. C'est une catastrophe. Même en Chine, où les systèmes de sûreté nucléaire sont quand même pas aussi rigoureux que chez nous, ils les ferment. Parce qu'ils ne tiennent pas. Parce qu'il y a des défauts de fabrication. On a pris les pièces. Donc, on est en France, on a un EPR, on va avoir 15 ans de retard et plus 18 milliards. 18 milliards. C'est absolument considérable. Et là, qu'est-ce que nous dit le président de la République ? On a le rapport, on va en parler, du Haut Conseil sur le climat. C'est urgent, c'est agir maintenant. Maintenant. Qu'est-ce qu'il nous dit ? On va mettre des EPR, et puis on va presque les mettre en ville, et puis à l'horizon 2040... On va les mettre près de la mer, 2045, on commencera à régler le problème du climat. C'est irresponsable. Et pourquoi pas sur le lac de Boulogne ? C'est pas en centre-ville, je précise quand même, Yannick Jadot, c'est la zone de Fos-sur-Mer qui est déjà une zone on a déjà des difficultés avec les réacteurs nucléaires quand ils sont à côté des grandes agglomérations, parce que, c'est ce que dit l'autorité de sûreté nucléaire, le risque zéro n'existe pas. Qu'il y a régulièrement des incidents sur des réacteurs qui sont vieillissants ou si des réacteurs neufs et que c'est totalement hallucinant qu'un président de la République, comme ça, au débeauté, dit tiens, et pourquoi pas on ferait un réacteur nucléaire ici. Vous entendez son argument, il dit qu'on va avoir on a un sujet sur le refroidissement des centrales et que forcément les centrales à venir auront vocation à être construites près de la mer. Ou alors on fait autre chose. Le besoin d'énergie est tel que les énergies renouvelables ne vont pas suffire. Mais on a 60-75% de notre électricité qui vient du nucléaire. Cet hiver a été catastrophique. La moitié de nos réacteurs nucléaires en rade. Il a fallu faire tourner nos centrales charbon pour compenser le nucléaire. On sait qu'effectivement, avec le dérèglement climatique, on va avoir de plus en plus de mal à refroidir nos centrales nucléaires sur les fleuves, sur les rivières. Et que, par exemple, en Normandie, on a aussi l'élévation du niveau de la mer qui crée des risques pour les centrales nucléaires qui sont sur la façade maritime. On a du nucléaire, on va coexister de toute façon avec le nucléaire pour les 20 ans à venir. Donc, ce que nous proposons, ce n'est pas d'investir sur une solution potentiellement disponible en 2040-2045, qui coûte très cher et qui aujourd'hui n'est absolument pas fiable. Il vaut mieux prolonger nos vieilles centrales. On dit aujourd'hui, on investit effectivement, mais ça sont... Nos centrales sont en difficulté aujourd'hui. Donc de toute façon, moi j'ai toujours été pour recruter de la main-d'œuvre et des cadres et des ouvriers qualifiés sur nos réacteurs pour qu'ils puissent continuer à tourner et qu'ils ne nous explosent pas la figure. Mais la réponse que utilise le monde entier, parce que c'est économique, parce que ça crée de l'emploi, parce que c'est plutôt propre et que ça s'installe très très vite pour lutter contre le dérèglement climatique, ce sont les énergies renouvelables. Vous avez le haut rapport... Elles ne suffiront pas, c'est ce que disent... Non, mais c'est ce que dit Emmanuel Macron. Tous les rapports. Le problème, vous savez, pas seulement Emmanuel Macron. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'en fait, il ne veut pas agir. C'est qu'il a bien compris que le système qu'il défend, qui est un système de rente, de Total, qui continue à investir dans les énergies fossiles quand il faut en sortir, de l'agriculture qui veut faire des méga-bassines et des pesticides, évidemment.
Lutter contre le dérèglement climatique, lutter contre l'effondrement de la biodiversité, c'est remettre en cause ses intérêts et ses rentes. Ce qu'a proposé Emmanuel Macron pour l'énergie, c'est il y a une guerre, faites des économies chez vous, tant mieux, les Français l'ont fait. Il y a un plan de sobriété qui dépasse il y a la guerre, mettez des cols roulés. Et puis en fait, sur la mobilité, ça n'est pas investir sur les transports en commun. Ça n'est pas sur le logement, investir sur la rénovation thermique. C'est de dire, vous allez avoir des SUV électriques, en veux-tu, en voilà. Les gens ne peuvent pas se payer tellement c'est cher. Et puis on fera du nucléaire en 2040, 2045. Et donc ce que je vous propose, c'est de ne rien faire. Et la société d'abondance irresponsable, eh ben, on va la poursuivre. Mais alors vous proposez quoi? Quelle est la mesure la plus urgente à mener? Sachant qu'on l'a dit, le Haut Conseil pour le climat vient de dévoiler son rapport et il dit qu'il y a urgence. Et oui, qu'est-ce qu'on fait tout de suite? C'est quand même extraordinaire, la gifle que met le Haut Conseil sur le climat au gouvernement. Qu'est-ce que dit le Haut Conseil? Il fait des choses, il le dit quand même. Non, qu'est-ce que dit le Haut Conseil? Alors, faut lire, moi je l'ai là, il est là. Donc, qu'est-ce qu'il dit, le Haut Conseil? Qu'on est particulièrement exposé au réchauffement climatique et qu'on n'agit pas assez pour en faire face. Il dit, on a commencé à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais il dit c'est essentiellement lié à l'hiver doux, c'est lié notamment à la période Covid où on s'est moins transporté, et c'est lié au comportement des Françaises et des Français. Et cette addition ne nous met pas à la moitié de l'effort qu'il faut réaliser. Et donc on fait quoi, il dit, au fond, on ne fait pas assez sur les renouvelables. C'est ce que nous disons. On fait pas assez sur la rénovation des logements. La rénovation des logements, on peut le répéter, à chaque fois que je viens chez vous, je le dis. Oui. C'est avoir moins froid l'hiver, moins chaud l'été, et c'est réduire sa consommation d'énergie. Même le rapport Mafouz-Pisani-Ferry dit il faut mettre 10 à 14 milliards. Le gouvernement met 4 fois moins. 4 fois moins. Et on sait que pour les ménages les plus vulnérables, c'est 0 reste à charge. Ça veut dire qu'en fait, c'est l'État qui prend en charge les frais. On sait que pour ceux qui ont un peu plus les moyens, on a des solutions. Donc on va plus vite sur le renouvelable et on décuple ma prime rénov. En gros, c'est ça. Non, pas la prime rénov telle qu'elle est parce qu'elle ne fonctionne pas. Ouais. Je veux dire, la Cour des comptes, tous les experts disent que c'est une catastrophe dans sa conception. Donc on investit. Et puis les transports collectifs. J'ai porté, vous le savez, le ticket climat. C'est ce que viennent de faire les Allemands. 49 € par mois et vous prenez tous les transports en commun les TER, avec la même carte. Les intercités en gros. Les TER, les intercités, les bus, même les Vélib, les machins, les trucs. C'est une façon de démocratiser les transports en commun et de les développer. Mais pour ça, il faut de la volonté politique. Le président de la République, vous savez, c'est l'histoire de la grenouille. Vous connaissez l'histoire de la grenouille. Si vous voulez ébouillanter une grenouille, si vous la mettez dans l'eau chaude, elle saute. Elle sort de la casserole. En revanche, vous la mettez en eau froide et vous faites monter progressivement la température, elle se laisse ébouillanter. C'est quoi cette fable-là? C'est qu'en fait, le président de la République, plutôt que de saisir le dérèglement climatique comme une opportunité, non seulement pour transformer notre économie, pour qu'on se réconcilie avec le futur, avec la nature, qu'on trouve du boulot, qu'on remette de la démocratie, de la participation des salariés, et ben en fait, il veut nous anesthésier avec un fantasme technologique de 2045. Ce comportement-là, cette stratégie-là, au regard du dérèglement climatique, elle est criminelle. Yannick Jadot, vous restez avec nous, eurodéputé Europe Écologie Les Verts. 8h51, le fil info, Maureen Sfignard. La région parisienne, mais aussi Lille, Brest, Amiens, Toulouse. Violence après la mort de Naël à Nanterre mardi. Des symboles de la République visés, déplore le ministre de l'Intérieur, des mairies, des écoles, des commissariats. 150 interpellations au total. Des scènes inacceptables, dénonce ce matin Emmanuel Macron, qui tient en ce moment une cellule interministérielle de crise. Une marche blanche est aussi organisée à 14h à Nanterre par la famille de Naël. Emmanuel Macron qui doit normalement se rendre à Bruxelles aujourd'hui,
où se tient un Conseil européen. 27 chefs d'État et de gouvernement réunis 2 semaines après l'un des pires naufrages d'un bateau de migrants en Méditerranée. Ils doivent notamment finaliser un accord avec la Tunisie pour tenter d'empêcher les traversées et lutter contre les passeurs. Débat aussi autour de l'aide à l'Ukraine. Et le président américain Joe Biden qualifie par ailleurs son homologue russe Vladimir Poutine de paria. Madonna se remet d'une grave infection bactérienne. La superstar américaine de 64 ans a été hospitalisée en soins intensifs la semaine dernière. Sa santé s'améliore, indique son manager, mais elle doit reporter sa nouvelle tournée. Elle devait se produire 4 soirs à l'Accor Hotel Arena de Paris en novembre prochain. France Info. Le 8-30 France Info, Salia Bracchia, Laurent Sénéchal. Avec Yannick Jadot, député européen écologiste, le Conseil d'État doit se prononcer aujourd'hui sur la possibilité de porter ou non le hijab par les joueuses de football en club. La FFF s'y oppose. Vous, quelle est votre position ? Je l'avais dit, faut qu'on arrête en permanence d'agiter ces sujets-là. Là, pour le coup, ce sont les hijabeuses qui... franchement, dans ce pays, il faut qu'on lâche la grappe des musulmanes et des musulmans. Vous avez le rapporteur, le rapporteur public du Conseil d'État qui dit ça n'est pas en contradiction avec la loi sur la laïcité. Donc on vous aviez, et d'ailleurs j'étais parfaitement d'accord avec elle, vous vous souvenez, la ministre Moreno, oui. À l'égalité femmes-hommes, qui disait qu'il faut laisser ces femmes qui ne sont pas des victimes jouer. Mais ce n'est pas le règlement de la FFF, donc il faut changer le règlement de la FFF. Oui, mais la FFF est une exception en Europe et dans le monde. Donc écoutez, la FFF peut bien s'adapter. Elle a été suffisamment complaisante sur le sexisme, les violences faites aux femmes, sur le racisme dans le football. Franchement, je ne pense pas que la FFF aujourd'hui soit une référence en matière sociétale. Sur les violences sexistes faites aux femmes. Vous avez quand même au sein de la FFF, vous avez eu... Parlez de Noël Le Graët, l'ancien président de la FFF. Entre Le Graët, entre tous les discours qu'il a tenus, qui étaient au fond souvent sexistes, la FFF qui réagissait pas, vous vous souvenez quand il y a eu du racisme, d'accord, quand il y a eu du racisme dans les stades. Il disait, mais en fait, c'est les stades, c'est pas très grave. Eh bien, écoutez, que la FFF balaye devant sa porte. Sur l'autorisation, vous dites, OK, il faut permettre aux hijabeuses de porter le hijab, justement. Mais à quelle limite ? Est-ce qu'il faut le permettre dans les clubs ? Mais pas pour l'équipe nationale. Ce que dit le rapporteur public, c'est justement de mettre à part l'équipe nationale. Je trouve que c'est de bon sens. On a l'impression qu'il y a une vision de la laïcité française qui doit s'adapter au reste du monde. Non, il faut l'appliquer en fait. Non, il faut l'appliquer. Je veux dire, la loi sur la laïcité est un trésor de la République. Elle permet effectivement la neutralité pour l'équipe nationale, à la fois dans les services publics, évidemment, la neutralité de l'État quand il s'agit de la vie privée. On peut croire ou ne pas croire. Elle interdit le prosélytisme. Eh bien, tout ça est très bien. Appliquons-la dans l'esprit, appliquons-la dans les règles et arrêtons d'agiter des problèmes qui n'en sont pas. Enfin, franchement, s'il y avait un truc là aujourd'hui, que le président de la République, qui a sa cellule de crise sur les violences policières et les violences urbaines, mais qui redemande à Jean-Louis Borloo, qui avait fait un excellent rapport sur les banlieues, qui a été écarté, avec tous les maires transpartisans, avec toutes les associations qui font un boulot extraordinaire pour justement éviter la violence, parfois pour réconcilier la police avec les jeunes. Eh bien, qu'ils reprennent le boulot de Borloo, il l'a humilié, il l'a mis de côté, qu'ils reprennent le boulot de Borloo et qu'ils le mettent en œuvre. Ça, structurellement, c'est une réponse aussi à la crise. La rédaction du Journal du Dimanche est toujours en grève. Yannick Jadot, depuis la nomination du nouveau directeur de la rédaction, Geoffroy Lejeune, venu de Valeurs Actuelles. Est-ce que vous soutenez les grévistes ? Oui. Oui, je soutiens les grévistes parce que vous avez un grand journal d'information du dimanche. Moi, j'ai toujours parfois été irrité quand j'ai lu le journal du dimanche, mais j'y retourne tous les dimanches. Ça s'appelle un journal d'information. C'est pas fait pour plaire à la politique, c'est pas fait pour faire de la propagande politique. Alors, quel est le problème, c'est fait pour faire. Le problème, c'est qu'en fait, vous avez un milliardaire
qui aujourd'hui s'empare progressivement de différents médias, non pas pour faire de l'information, mais pour faire une propagande d'extrême droite. Lui, il dit c'est pour rééquilibrer. Pour faire une propagande d'extrême droite. C'est un choix économique et non pas idéologique, c'est ce que dit Arnaud Lagardère. D'accord. Par rapport à Geoffroy Lejeune. Sauf que Geoffroy Lejeune a été une catastrophe économique à Valeurs Actuelles, et même Valeurs Actuelles, qui est quand même un journal très très à droite, voire d'extrême droite, considère que Geoffroy Lejeune était trop d'extrême droite pour garder la rédaction de Valeurs Actuelles. Donc, en fait, Bolloré se fout complètement de la rentabilité. Il est milliardaire, machin. On n'est pas du tout dans les cas de Hersant, de Berger, de Niel, de Perdriel, qui ont mis de l'argent dans les médias. Mais l'enjeu aujourd'hui, et là où on a vu une ministre qui, pour seule réaction, a dit c'est dommage sur Twitter. C'est quand même un peu léger. Elle a dit qu'elle faisait part de ses inquiétudes. Oui, elle fait part de ses inquiétudes. C'est pas à qui. Il faut faire quoi? Il faut changer la loi, Yannick Jadot, parce que là, il fait ce qu'il veut. Vincent Bolloré, il est chez lui quelque part. Vous savez, moi, pendant la campagne présidentielle, quand il y a eu les vœux à la presse, j'ai fait des vœux sur la liberté de la presse, parce que je pense que c'est un sujet majeur. Il faut protéger les rédactions, il faut protéger les journalistes. Là, le problème. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Il a le droit de faire ce qu'il veut. Mais on peut changer la loi. Enfin, je suis désolé, l'information, c'est pas rien en démocratie. Toutes nos démocraties sont attaquées par des ingérences extérieures et aujourd'hui par des puissances financières qui ont un projet politique. Donc il faut que les journalistes votent ou choisissent leur propre. Il faut que les sociétés de rédaction, les sociétés de journalistes, comme ça se passe au Monde, comme ça se passe à Libé et comme dans d'autres journaux, puissent co-décider celui qui va diriger la rédaction. Ça ne peut pas être un milliardaire proche des milieux d'extrême droite qui prennent en main des journaux. Jadot, ça, c'est la loi. Merci ça s'appelle la loi. Yannick Jadot, eurodéputé. On a besoin de démocratie dans notre pays. Eurodéputé Europe Écologie Les Verts. Ça sera le mot de la fin. Merci. Invité du 8-30. Bonne journée à vous. Merci.